Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Christian Morin qui est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour David. Vous venez nous présenter votre livre, j'ai tant de choses à vous raconter. On va en parler dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok ? Ça c'est le programme. Devant vous, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Mais attention, si vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. OK ? Très drôle. Très bien, je reste. OK, très bien. Alors voici maintenant la question promo. Question promo, Christian. Quelle est la chose la plus difficile à raconter ? La chose la plus difficile à raconter, je dirais, c'est presque l'ensemble, parce qu'on ne sait pas tellement par où commencer. C'est pour ça que j'ai voulu casser un petit peu les habitudes d'une autobiographie en faisant des pages sur l'enfance d'abord, voir le décollage, et puis après la musique et tout ce qui s'est ajouté derrière, grâce aussi aux ficelles tirées par mon papa. C'est aussi raconté, vous l'avez dit, par chapitre, Exactement. mais c'est pas chronologique au final. C'est-à-dire qu'il y a un peu de chronologie, mais on passe de la musique à la télé, à la radio, bien sûr. Puis après on revient au théâtre. Bref, on parle de toute votre vie c'est vraiment bien classé comme ça. Et c'est assez original de trouver ce format-là. J'avais envie que les lecteurs ne s'ennuient pas trop. C'est une petite balade dans une vie, et puis raconter comment un petit bambin né à Bordeaux, dans un milieu social tout à fait normal d'après-guerre, pouvait aussi accéder à différents postes dans la vie. Ouais. Et puis là, ça s'est dessiné. C'est un puzzle dont je n'avais pas les pièces, mais je ne connaissais pas non plus l'image finale. Donc, et c'est toujours pas terminé d'ailleurs, j'espère. Oui. Vous avez beaucoup de choses à raconter. Le livre est vraiment fourni. Je veux dire que là, on a vraiment toute votre vie. On a supprimé quelques pages. Ah, vous avez supprimé quand même quelques pages parce que le livre, j'ai trouvé vraiment très très fourni en termes d'informations, que ce soit familiale ou professionnelle. Moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est de découvrir effectivement, vous êtes un enfant d'après-guerre. Et ce qui était intéressant pour moi de découvrir, une période que je connais un peu moins, c'était de savoir aussi comment les familles vivaient dans les années 50, dans les années 60. Et là, on découvre ça également dans votre livre, la vie d'un enfant dans les années 50 et 60. Et je trouve que ça, c'était pour moi le plus intéressant et percutant. C'est une génération qui est intéressante parce que cette après-guerre, on a eu ce qu'on appelle le baby-boom. Ouais. On a eu quand même beaucoup de chance aussi. Je parle de la chance due au contexte économique, politique. Il y avait des difficultés, bien sûr, mais quand même, c'était... Et puis, je pense que les adultes qui nous encadraient, nous les enfants, avaient une soif d'oxygène de l'après-guerre. Donc, l'humeur était... Il y avait une espèce de bienveillance, de gentillesse. Il y avait moins de violence qu'il peut y avoir aujourd'hui. Enfin, le contexte était quand même très favorable pour nous. On en a bien profité. Mais la vie était quand même pas si facile que ça. Évidemment. Quand vous parlez de votre enfance, effectivement, il n'y a pas tout ce qu'on a, nous, aujourd'hui, dans nos maisons, par exemple. Sans se faire du Zola, comme dit Charles Aznavour, la misère est moins triste au soleil. Donc, il y avait du soleil. C'est vrai qu'à Bordeaux, il y avait du soleil le sud-ouest était un peu mieux que la Belgique. Il y avait le sourire des gens et c'était très agréable. Allez, Christian, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. Que pensez-vous des nombreux anciens jeux télé qui viennent faire leur retour ces derniers mois ? Entre autres, La Roue de la Fortune qui est revenue il y a quelques semaines. Je dirais au directeur donc, que c'est simplement parce que ces jeux qui reviennent étaient de très bons jeux dans la mécanique. Ouais. Quand on prend La Roue de la Fortune, pour ne prendre que cet exemple, c'est quand même une espèce de Rolls à piloter. Si on n'est pas trop mauvais animateur, on peut s'en sortir. Mais la mécanique, ça n'est jamais que le jeu de morpion avec une roue de loterie. Si vous avez une idée comme ça, demain matin, David, déposez-la auprès d'un avocat et vous verrez que vous gagnerez beaucoup d'argent. Parce que la production aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'imaginez, mais c'est toujours à 19h30. Sur les différents États des États-Unis, mais avec les décalages horaires, l'étendue des États-Unis, les passages de publicité sont différents par État. Dans l'Indiana, ce n'est pas le même que dans le Mississippi. Donc, les droits mécaniques publicitaires
je peux vous dire que c'est une fortune extraordinaire. Merv Griffiths, qui est l'inventeur de ce jeu, était un grand producteur, un peu l'équivalent d'un Guy Lux en France. Okay. Il a travaillé pour O Globo aussi au Brésil. Ouais. Et je pense que tous ces jeux qui ont bien marché, dont on s'est souvent inspiré, même Pierre Bellemare dans les années 50, 60 à la radio, on empruntait ces jeux déjà, la mécanique aux États-Unis. Il y a des jeux très très bons aussi en France et qui marchent très bien, créés sur le territoire. Et en Belgique aussi. Mais vous pensez vraiment que c'est parce que les jeux sont si formidables, la mécanique est incroyable qu'aujourd'hui on récupère ces jeux-là? Moi j'ai envie de penser que c'est aussi peut-être de la part de certains dirigeants un certain confort de se dire on sait que ce jeu-là a fonctionné, on ne prend pas de risque forcément à le remettre à l'antenne. C'est sûr, mais le confort sera dû au fait que ça accroche bien. Regardez par exemple, je prends un autre exemple, le Big Deal. Oui, mais là, ça tient peut-être plus à l'animateur qu'au format. Mais exactement, mais je pense aussi que les jeux dépendent probablement des animateurs. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant 5 ans et demi. Je ne sais pas comment les gens pouvaient m'apprécier, mais enfin, il y avait une écoute énorme. Oui. Il faut dire qu'il y avait moins de télévision aussi qu'aujourd'hui. Oui, mais même, vous avez quand même marqué une génération à la télévision. Chacun a son caractère. C'est comme un rôle au théâtre ou au cinéma, tenu par tel ou tel comédien. Ça change d'un comédien à l'autre. Bon. Et là, le Big Deal, effectivement, la gaffe est formidable. Oui, c'est l'énergie de la gaffe qui fait que... D'ailleurs, on est revenu le chercher pour retour. Mais je trouve qu'Éric Antoine est probablement... Pour la roue de la fortune. Parmi les successeurs, après mon passage de 5 ans et demi, est probablement, à mon goût, le meilleur, parce qu'il a une espèce de profondeur, de gentillesse, de dérision, qu'il sait très bien manipuler, qu'il faisait déjà dans ses spectacles de magie, déjà où il était extraordinaire. Mais l'homme, ça se voit, c'est un gentil. Même quand il vous met en boîte, ça marche quand même. Donc je pense que ça va durer longtemps. Christian, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Okay ? Si je vous dis Gand. Gand. La ville de Gand, la Belgique. Ah, Gand, pardon, je pensais à l'objet. Gand, c'est la première visite en Belgique avec mon père pour rencontrer la marraine de guerre de mon père, puisqu'il a été blessé, prisonnier des Allemands et hospitalisé à Gand. Et puis une première bière un peu alcoolisée, alors que j'avais 13 ans, et qui m'a un peu tournicoté la tête. Voilà. C'est ce que vous racontez dans le livre. On dit toujours. Mais vous le racontez, ces passages, dans votre livre. Si je vous dis le cirque. Le cirque, l'amour du cirque que j'avais quand j'étais enfant. D'abord, il y avait la séduction de tous les bambins que nous étions avec les clowns. Et puis la fascination pour le cirque, à tel point que je construisais un petit cirque chez moi. Ma mère était folle quand il fallait passer l'aspirateur ou le balai, parce que je plantais des punaises avec une espèce de petit chiffon et je tendais la toile comme un cirque avec des crayons de couleur. C'était magnifique. J'avais mes petites voitures Dinky Toys que je repeignais moi-même avec le cirque Morino. Et puis j'avais mes idoles comme Fratellini puis Achille Zavata. Donc le cirque était ma passion. J'ai voulu être clown. Peut-être que je le suis devenu involontairement. Mais ça reste un métier artistique, comme vous avez fait. Flottant. Exactement. Si je vous dis Claude François. Claude François, un bon souvenir aussi, puisque j'ai travaillé pour lui, pour le journal Podium. Je faisais la chanson Rébus, puisque étant dessinateur, donc j'ai commencé à lui proposer cette idée. Et Claude François... malheureusement, je ne suis jamais allé au Moulin où il m'invitait régulièrement parce que j'étais retenu par le hit parade sur Europe 1. Et le jour où je devais y aller, malheureusement, Michel Drucker m'a téléphoné avec Françoise Coquet pour me dire on vient d'apprendre la mort de Claude, qui devait venir dans l'émission de Michel Drucker d'ailleurs. Et je suis allé le lendemain, je faisais partie un petit peu du cercle d'amis, je connaissais sa maman et je suis allé le voir, malheureusement, sur son lit de mort. Mais c'était quelqu'un... la disparition de quelqu'un est toujours de façon brutale et aussi bête et choquante, mais l'homme, Claude, était un homme très exigeant. Alors pour le journal Podium, je peux vous dire qu'il y avait des notes partout, mais il l'était aussi avec les Claudettes sur scène, etc. D'où le résultat du succès qu'il a obtenu. C'est un type formidable. Plein d'envie et de perspectives. Il avait même créé un journal pour lequel j'ai aussi dessiné, qui voulait concurrencer le journal Lui, de l'équipe Philippe Aki. Il n'y a eu que 2 ou 3 numéros, ça s'appelait Absolu. Le premier était avec une couverture avec la photo de Brigitte Bardot. Si je vous dis Philippe Labro. Alors je viens d'apprendre... Parce que là on enregistre aujourd'hui
Et c'est aujourd'hui qu'on vient d'apprendre le décès On de vient Philippe Labro. d'apprendre ce matin le décès de Philippe Labro, que je connaissais peu, mais j'aimais bien Mais vous avez, l'éclectisme de vous cet avez quand homme. même été, alors si je ne me trompe pas, la période où vous avez fait RTL, Oui, les grosses têtes, c'était lui le directeur, oui, je oui, pense. tout Hein. à fait. Mais je l'ai rencontré que épisodiquement, on se croisait une ou deux fois. Ok. Je l'ai rencontré aussi à Radio Classique un jour. Bon, on se connaissait mutuellement, Ok. comme tous dans ce métier, mais je ne le connaissais pas intimement. C'était un journaliste qui était intéressant parce que, d'abord romancier, mais il avait cet éclectisme lui aussi. Il n'était pas que journaliste. Et sa passion pour les États-Unis, il l'a raconté au travers de Kennedy, où il était sur place au moment de l'assassinat de Kennedy. Et puis, il a été parolier de Johnny et de quelques autres, de Jane Birkin d'ailleurs, je crois. Okay. Et c'était un personnage intéressant, en tous les cas, qui nous a quittés, et le même jour en plus que cette pauvre Nicole Croisille, hélas. Donc, paix à son âme, qu'il repose en paix, et qu'il retrouve de bons moments là-haut. Si je vous dis Plus belle la vie. Plus belle la vie. Alors, j'ai eu l'opportunité de tourner dans Plus belle la vie il y a maintenant 18 ans. C'était en 2007 et l'héroïne de l'époque, Hélène Médig, c'était Charlotte dans la série et je devais l'épouser. Elle me rencontrait et malheureusement, il y avait une ex-compagne à moi jalouse qui m'assassinait. Donc j'ai existé dans Plus belle la vie pendant 1 mois et demi à peu près, avec des scènes très tendues avec Charlotte, Hélène, donc la comédienne. On a passé de très très bons moments. Il faisait très chaud, on tournait à Marseille toujours. Et on m'a retrouvé donc flottant dans ma piscine après que ma tête ait heurté une batte de baseball avec cette femme jalouse qui m'a assassiné. Donc on m'aperçoit à un moment où on me ferme le sac en cadavre. Donc voilà. D'ailleurs, je suis mort 3 fois, si j'ai bonne mémoire, pour France 3. Ah oui. Donc je ne veux plus tourner pour France 3, c'est trop dangereux. Non, mais je plaisante. Oui, je suis mort assassiné à coups de cendrier. Je suis mort aussi d'une crise cardiaque. Ah, et puis mort, noyé, heurté par une batte de baseball. Voilà. Ça vous plaît ce métier de comédien ? Quand on meurt, oui, c'est amusant, comme ça on passe à autre chose. Ah ben le métier de comédien, ça m'a toujours plu. Mais je pense qu'on est tous un peu comédiens, on aime bien jouer dans la vie. Mais je considère que le métier de comédien n'est pas un métier où on peut monter sur scène comme ça du jour au lendemain. C'est pour ces raisons que je suis allé travailler pendant 5-6 ans avec Jean-Laurent Cochet, le maître S-Théâtre, qui malheureusement nous a quittés lui aussi, et qui était le fabricant, entre guillemets, de ces 2 comédiens, Depardieu et Lucchini, entre autres. Il y en a eu beaucoup d'autres aussi, de Bernard Giraudot à Patrick Préjean. Christian, voici maintenant le coup de pression. Ah, il est l'heure du coup de pression. Voici la question. Est-ce que vous pensez encore faire quelque chose à la télévision ? Je prends des vitamines. Allez-y, je vous en prie avant de répondre à la question. Est-ce qu'on pourra vous revoir à la télévision ? Bon, je ne pense pas. À l'âge que j'ai maintenant, je n'intéresse plus personne. Vous savez, on dépend du regard des autres. D'abord, il y a le public. Et puis, il existe aussi ce qu'on appelle des directeurs, des décideurs, les programmateurs. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais y faire. Peut-être qu'on me proposait quelque chose, mais j'imagine que mon rôle aujourd'hui pourrait être... si j'avais continué comme Jean-Pierre Foucault ou comme Michel Drucker, je ferais peut-être encore de la télévision aujourd'hui à l'âge que j'ai, mais je pense que ce que l'on pourrait me proposer, c'est un peu des rôles le rôle qu'a tenu Pierre Tchernia à la fin de sa vie, ou même Pierre Bellemare, si vous voulez, où on peut raconter un petit peu le parcours, ou certaines histoires à raconter, pourquoi pas. Mais c'est le seul domaine, mais en tous les cas, je ne pense pas intéresser quelqu'un. Sait-on jamais. Ah, vous pensez si vraiment vous voulez lancer un appel, ou je viendrais peut-être travailler en Belgique avec vous. Oui, est-ce que ça vous tenterait par exemple de passer la frontière ? Pourquoi pas ? C'est pas très loin, hein, vous savez. Ok, non, ça peut être intéressant. J'aime bien la Belgique. Oui, je sais. En plus, vous avez une histoire avec, la Belgique. Avec Annie Cordy aussi. Avec Annie Cordy, mais avec la Belgique. Et je trouve que, je me dis, l'âge n'est pas forcément un frein, même si je sais qu'en France, ça peut être quelque chose... Non, je sais que ça peut l'être, parce qu'il y a eu une certaine vague de jeunisme qui est arrivée un petit peu partout. Ce qui est curieux, c'est que c'est quand même assez spécifique à la France. J'ai l'impression qu'en Belgique, c'est moins le cas. Chez les anglo-saxons, ça ne l'est pas. Aux États-Unis, en Allemagne, on s'en fout complètement. En Italie aussi. C'est pour ça que je me pose la question. Moi, je pensais que c'était vous qui avez dit « Ok, j'arrête, je veux plus... » Non, j'ai arrêté parce que j'ai voulu tourner vers le théâtre. Et puis, la radio m'a rappelé avec Radio Classique. Si vous voulez, de moi-même, je n'irai pas solliciter parce que je ne pense pas intéresser
les responsables actuels de la télévision. Sait-on jamais, on verra. Peut-être qu'à la suite de cette rencontre avec vous, David, il y aura peut-être des appels du pied. Sait-on jamais. Pour vous, qui est le meilleur animateur aujourd'hui, à l'heure actuelle? Quand vous regardez la télévision, vous écoutez la radio, pour vous, c'est qui le meilleur animateur? Écoutez, meilleure animatrice. Je pense qu'on a tous voulu à l'époque, il nous précédait, c'était Michel Drucker. Bon, moi j'avais Pierre Bellemare qui était mon maître à penser, qui m'a mis le pied à l'étrier d'ailleurs. Quand je l'ai remplacé, il m'a demandé de le remplacer sur les paris de TF1. Il y avait Pierre Bellemare, il y avait Philippe Bouvard dans un autre domaine. Mais si vous voulez, le meilleur animateur, je ne sais pas. D'abord, il y a l'animation en tant que telle. C'est-à-dire, il faut quand même 7, 8, 10 ans pour arriver à oublier que... C'est comme quand vous passez le permis. Il y a tellement d'informations, le rétroviseur, le changement de vitesse, le frein, l'accélérateur, le moniteur qui est à côté. Mais c'est un peu ça la radio. Il faut arriver à être le plus naturel possible quand on parle. Comme à la maison, le plus gros compliment qu'on puisse vous faire, c'est quand vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Ah mais c'est marrant parce que je parle avec vous, vous êtes comme vous êtes à la radio ou à la télévision. » Ça c'est bien. On est au moins arrivé à un point. Mais le meilleur animateur, je ne sais pas. Il y a Drucker, je mettrais Michel Drucker en tête. Jean-Pierre Foucault est un très très bon animateur aussi. Il l'a prouvé avec Sacrée Soirée pendant plusieurs années. Il y en a beaucoup d'autres, mais il y avait aussi les animateurs un peu... J'étais plutôt dans cette catégorie, comme l'a été un temps Michel Leb, c'est-à-dire ces showman comme Dean Martin aux États-Unis, qui ont D'ailleurs, Charles Aznavour, je le dis dans le livre, on avait eu un projet avec Michel Leb où on voulait faire un remake de Jerry Lewis, Dean Martin pour la télévision. On ne nous a pas pris, on n'a pas cru en nous parce qu'on n'était pas assez connus. Bon, dans les années 78, 79, au siècle dernier. Et puis un jour, Charles Aznavour me dit « Mon petit Christian, j'aurais bien aimé produire un show de télévision avec Michel Leb et vous. » J'ai dit « Mais Charles, c'est dommage, c'est un petit peu tard, mais voilà l'idée que nous avions eue avec Michel. » Enfin bref. Mais aujourd'hui, l'animation en tant que telle... Éric Antoine est très bien, parce qu'on n'imaginait pas qu'il deviendrait un animateur. Lagave, dont on parlait tout à l'heure, lui aussi, dans sa catégorie. Vous savez, je pense que... Mais on se patine avec le temps aussi. C'est comme un comédien qui commence à ses débuts, on n'y croit pas trop, il y a un peu de fragilité. Puis avec le temps, il y a cette espèce d'épaisseur qui arrive et qui fait qu'on est forcément meilleur. Parfois, on peut être moins bon. Il y a aussi des accidents dans la vie. Les accidents dans la vie, vous en parlez également dans votre livre. Vous parlez de toute votre vie. Christian Morin, j'ai tant de choses à vous raconter. C'est votre bouquin passionnant. Merci beaucoup, Christian, d'avoir accepté l'invitation. Vous avez vu que je n'ai pas utilisé la chose. Oui, mais je suis curieux de connaître les questions que j'ai évitées. Mais quand vous allez revenir en Belgique, peut-être. Avec plaisir. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci de m'accueillir.